Et si la plus grande leçon du bras de fer du pipeline n'était pas écrite dans les tribunaux, mais dans les sables du Sahel? Imaginez, la ville côtière de Cotonou, autrefois symbole incontestable de la puissance maritime africaine, se retrouve soudain au cœur d'une tempête géopolitique inédite. Chaque décision, chaque déclaration ressemble à une partie d'échec où la moindre erreur peut coûter des milliards, et bien plus que des simples revenus. Car ce pipeline, ce n'est pas seulement une question de pétrole ou de contrat, c'est la survie d'un modèle politique et économique vieux de plusieurs générations, où les côtes dictaient leurs lois à l'intérieur africain. Pour le Bénin, la fermeture du pipeline Agadem représente bien plus qu'un coût financier. C'est une menace existentielle. La perte des taxes de transit, la pression de la dette, la crainte de voir son statut de porte d'entrée s'effondrer, tout cela pousse Cotonou à déclencher une double riposte diplomatique et juridique, mobilisant l'ensemble de ses réseaux régionaux et internationaux pour faire pression sur Niamey. La stratégie ? Transformer cette crise en affaire mondiale, présenter l'intérieur comme un fauteur de troubles, faire appel à l'arbitrage international pour figer des actifs, obtenir des sanctions, et surtout, tenter de prouver que la fermeture du robinet n'est pas un simple choix souverain. Mais ce qui se joue, c'est bien plus qu'une querelle contractuelle. C'est un choc de modèle, la revanche stratégique du Sahel, qui ose défier l'ordre établi et cherche à redessiner la carte du pouvoir régional. Ignorer cette bascule, c'est risquer de perdre le contrôle des flux de richesses, de voir sa réputation géopolitique décliner, et de passer à côté du nouvel équilibre qui façonnera l'avenir énergétique et diplomatique de toute la région. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à l'origine de la crise et démêler les mécanismes profonds qui ont déclenché cette confrontation historique. Depuis toujours, la côte fait la loi. Mais sur quoi reposait sa domination? Pour comprendre la crise du pipeline Bénin-Niger de 2026, il faut remonter à ce modèle économique qui a longtemps donné tout le pouvoir aux pays côtiers. Imaginez, pendant des décennies, l'accès aux richesses du continent, pétrole en tête, passait forcément par leurs ports, leurs terminaux, leurs douanes. Les droits de transit, les taxes, les commissions, tout ça formait une sorte de péage obligatoire pour les nations de l'intérieur, piégées par leur enclavement. C'était la règle du jeu. Tu veux exporter tes ressources? Il faut passer par moi. Le littoral, c'était la porte, le vigile, le banquier. Le pipeline Bénin-Niger a symbolisé cette dépendance, tout en voulant la dépasser. Un tube de plus de 2000 km, reliant les champs pétroliers du Sahel au golfe de Guinée. Pour le Bénin, c'est devenu une manne. Jusqu'à 10% du budget national dépendait soudain de ces flux d'or noir venus du Niger. Les recettes de transit, les emplois, l'influence diplomatique, tout convergeait vers Cotonou. Mais cette prospérité était bâtie sur une évidence, la certitude que le pipeline coulerait toujours vers la mer. Alors, quand le Niger a ordonné la fermeture des vannes en 2026, c'est tout l'équilibre du modèle côtier qui s'est effondré. Du jour au lendemain, le Bénin s'est retrouvé privé d'une part vitale de ses revenus. Panique à bord, comptes publics menacés, crédibilité internationale en jeu, le spectre d'une instabilité politique. Pour Cotonou, il ne s'agit pas seulement de perdre de l'argent. C'est risquer de perdre ce qui faisait sa force, être le passage obligé, la pièce centrale du puzzle économique régional. La riposte ne s'est pas fait attendre. Sur la scène diplomatique, le Bénin a mobilisé tous ses réseaux pour dénoncer une atteinte à la stabilité régionale. Objectif ? Présenter la crise non comme un simple désaccord commercial, mais comme une menace systémique pour tout l'Ouest africain. En parallèle, une offensive juridique s'est mise en place. Les avocats béninois, dans les arcanes d'arbitrage internationaux comme la Chambre de commerce, documentent chaque centime perdu, chaque manquement aux accords bilatéraux signés en 2019 et 2020. Ils plaident la sanctuarisation du contrat, un principe sacré dans le commerce mondial. Un accord se respecte, point. D'après eux, le Niger n'a pas le droit, au regard du droit international, de couper unilatéralement le robinet sans écoper de lourdes réparations. Derrière cette stratégie, l'enjeu est clair. Forcer le Niger à rouvrir le pipeline, restaurer l'ordre établi et rassurer les investisseurs étrangers, notamment la puissante China National Petroleum Corporation,
dont les intérêts sont exposés des deux côtés de la frontière. Car pour le Bénin, perdre ce bras de fer, ce serait perdre bien plus que des dollars. Ce serait voir s'effriter son influence, perdre son statut de passage incontournable, s'effacer du centre du jeu. Mais derrière cette riposte, une résistance inattendue s'organise dans l'intérieur du continent. Mais l'intérieur n'est plus condamné à attendre l'ouverture des portes maritimes. L'impasse du pipeline Bénin-Niger a révélé au grand jour un tout nouveau rapport de force, où le Sahel n'a plus peur de dire non. D'un côté, le Bénin mobilise ses réseaux et brandit le droit international, convaincu que la justice peut forcer la réouverture du pipeline. Le pari ? Faire pression sur le Niger en misant sur la légitimité des traités, en plaidant devant les tribunaux et en sollicitant l'appui tacite des partenaires occidentaux. Mais en face, le Sahel joue une toute autre partition. Le Niger réplique avec une stratégie de rupture, invoquant sa sécurité souveraine et la nécessité de revoir en profondeur les accords existants. L'incident de 2024, où des officiels nigériens ont été brièvement détenus sur le terminal de Sémé, a servi de catalyseur. Depuis ce jour, Niamey n'a cessé de marteler un même message. La confiance est rompue. La sécurité nationale passe avant tout arrangement commercial. Dans cette bataille, l'enjeu n'est plus seulement économique, il devient existentiel. La Chine, quant à elle, observe en silence. Premier investisseur du projet, Pékin se retrouve au cœur du dilemme. Défendre ses intérêts massifs dans les deux pays, sans se brûler les ailes. Bénin espère voir la Chine faire pression sur le Niger. Mais Pékin reste d'une prudence calculée. Ses équipes juridiques analysent chaque échange, chaque audience, prêtes à négocier dans l'ombre, mais jamais à compromettre leur contrôle sur les actifs stratégiques sahéliens. Pour les Chinois, la réalité du terrain prime. Les champs pétroliers n'attendront pas des années de procédure. En coulisses, beaucoup pensent que l'arbitrage international n'est qu'une scène de théâtre. Les vraies décisions, elles, se prennent ailleurs, à coups de négociations directes, de stratégies de contournement et de diversification accélérée. À Niamey, l'atmosphère tranche radicalement. Patience stratégique, résilience assumée. Pour le général Tiani et ses alliés de la Fédération du Sahel, l'objectif n'est pas de gagner une bataille juridique, mais de bâtir une indépendance énergétique totale. Première étape, briser le mythe de l'irremplaçabilité côtière. Le Niger accélère les études techniques sur de nouveaux corridors, dont le fameux contournement par le Tchad et le Cameroun. Désormais, ils peuvent envisager de tourner le dos à une route devenue incertaine, un geste qui renverse complètement la logique de dépendance. Le deuxième atout majeur du Sahel, c'est la sécurisation du récit. En politisant l'incident de Sémé, Niamey a déplacé le débat. D'un simple désaccord commercial, on bascule vers une question de dignité nationale et de protection contre l'arbitraire. L'opinion publique africaine suit, solidaire. Revenir en arrière devient quasiment impossible sans une refonte totale des protocoles de sécurité. Mais la véritable force du Sahel se construit en interne. Extension de la raffinerie de Zinder, développement de hubs énergétiques locaux, montée en puissance du marché intérieur. Le manque à gagner côté Bénin se traduit par une crise de liquidité, alors que le Sahel, lui, investit dans sa propre autonomie. L'idée n'est plus d'exporter à tout prix, mais de prioriser les besoins du fédéral sahélien, quitte à laisser les marchés mondiaux patienter. Enfin, la solidarité entre États du Sahel change la donne. Mali et Burkina Faso s'alignent, boycottent à leur tour les corridors côtiers, organisent de nouvelles routes commerciales transsahéliennes. Ce n'est plus le Niger seul contre la côte, mais tout un bloc qui s'affranchit des anciens gatekeepers. Les premiers chiffres de 2026 montrent que cette stratégie paie. L'économie côtière ralentit, les réserves d'or du Sahel s'étoffent, et le commerce intérieur explose. Toute la question désormais, c'est qui, du Sahel ou de la côte, imposera ses règles au prochain cycle de prospérité régionale. Gagner ou perdre ici, c'est définir qui aura la main sur l'avenir de l'énergie, du commerce, de la richesse. Mais ce n'est pas seulement une question de tribunaux. La véritable révolution se joue dans la diversification stratégique et l'unité régionale du Sahel.
Et si le véritable atout du Sahel n'était pas dans une salle d'audience, mais dans sa capacité à se réinventer? Pendant que le monde observe les échanges tendus entre avocats et diplomates, un basculement discret mais profond s'opère au cœur de l'Afrique. La crise du pipeline Bénin-Niger, loin de réduire le Sahel au silence, l'a poussé à accélérer une transformation que beaucoup pensaient impossible il y a encore quelques années. Prenez le Niger par exemple. Privé de son débouché côtier, le pays ne s'est pas contenté de subir. Il multiplie les chantiers pour diversifier ses sources d'énergie et bâtir de nouveaux corridors commerciaux, loin de la dépendance aux routes traditionnelles vers le littoral. La Fédération du Sahel, portée par la solidarité sans faille du Burkina Faso et du Mali, a saisi l'occasion pour transformer une crise bilatérale en véritable mouvement régional. Ce n'est plus seulement l'affaire de Niamey contre Cotonou. C'est toute une portion de l'Afrique de l'Ouest qui synchronise ses politiques économiques, ses infrastructures et même ses ambitions diplomatiques. Cette unité donne naissance à un projet inédit, un marché énergétique interne, conçu pour prioriser les besoins des populations locales avant de penser à l'exportation. Les raffineries, jusque-là en projet ou sous-capitalisées, deviennent soudainement stratégiques. Les flux de marchandises, autrefois tributaires des ports du Sud, se réorientent à l'intérieur même du continent. On parle désormais de l'émergence d'un corridor sahélien qui relie Bamako, Niamey et Ouagadougou, tout en s'ouvrant à d'autres voisins enclavés. Ce rééquilibrage réduit la dépendance aux côtes, mais il offre surtout une chance inédite, celle de modeler une économie moins vulnérable aux pressions extérieures. Les premiers chiffres de 2026 confirment le pari. Alors que les économies côtières, comme celle du Bénin, voient leur croissance ralentir, frappées de plein fouet par la chute du transit commercial et la méfiance des investisseurs, le Sahel enregistre une hausse du commerce interrégional et le renforcement de ses réserves, notamment grâce à l'or. Les grues silencieuses du port de Cotonou et les entrepôts vides à la frontière sont devenus les symboles d'une influence qui s'évapore. Pour la côte, la volonté de faire pression s'est retournée contre elle. Réputation de fiabilité entachée, perte de revenus récurrents et fuite des projets d'investissement vers des partenaires jugés plus stables. Pendant ce temps, la Fédération du Sahel convertit la contrainte en moteur de transformation. Chaque nouvelle raffinerie, chaque voie ferrée lancée à l'intérieur du continent est autant un acte d'indépendance qu'une réponse au chantage du transit. Là où l'on misait sur la division, la solidarité s'impose. L'alliance entre Niger, Mali et Burkina Faso n'est plus seulement militaire, elle devient économique, industrielle et politique. Ce basculement n'est pas qu'une revanche passagère. Il pose les fondations d'une souveraineté durable, tournée vers l'intégration régionale et la résilience face aux chocs extérieurs. Mais il serait naïf de croire ce chemin sans risque. Pour les populations sahéliennes, l'enjeu est immense. Réussir ce pari de l'indépendance ou voir l'économie s'enliser, faute d'alternatives solides. C'est ce tournant qui décidera qui, demain, contrôlera l'avenir énergétique, les flux commerciaux et, in fine, la prospérité de toute la région. La redistribution de la richesse, la capacité d'investir dans l'avenir et même la stabilité politique sont en jeu. Alors, que peut-on vraiment apprendre de cette reconfiguration sans précédent? La crise n'est-elle pas la meilleure école pour bâtir la souveraineté du futur? À y regarder de près, ce que traverse aujourd'hui l'intérieur africain n'est pas une simple dispute autour d'un pipeline. C'est une leçon grandeur nature sur la façon dont une crise peut forcer la main de l'histoire, briser définitivement l'ancien modèle de dépendance et ouvrir la voie à une nouvelle ère de puissance collective. Première leçon à retenir. La sécurité ne viendra plus jamais de la complaisance dans une seule voie d'exportation ou d'un seul partenaire logistique. L'époque où il suffisait de s'en remettre au port côtier comme unique porte de sortie est révolue. Désormais, la diversification est la seule assurance vie. Multiplier les routes, les partenaires, les infrastructures. C'est dans l'urgence que Bamako, Ouagadougou et Niamey ont accéléré leur industrialisation, construit des capacités de raffinage locales et lancé des projets d'intégration énergétique régionale, jusque-là jugés trop ambitieux. La nécessité a rendu l'impossible inévitable. Deuxième leçon. L'intégration régionale n'est plus une option,
mais la condition sine qua non pour survivre et prospérer. La Fédération sahélienne, née dans la douleur du blocus, a compris qu'aucun pays enclavé ne peut s'en sortir seul, mais qu'ensemble, ils représentent désormais une force que même les côtes ne peuvent plus ignorer ni intimider. On observe une synchronisation inédite des politiques économiques et sécuritaires. Quand l'un est attaqué, c'est le bloc entier qui riposte. Cette unité, patiemment forgée dans l'adversité, redessine complètement la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Troisième leçon, et peut-être la plus cruciale, la maîtrise logistique, c'est le cœur de la souveraineté. Ce ne sont pas les traités juridiques ni les discours enflammés qui protègent la prospérité d'un pays, mais la capacité à acheminer ses ressources, à contourner les obstacles, à garantir que ses richesses arrivent à bon port, qu'importe les barrages imposés par d'autres. La Fédération sahélienne l'a compris et a investi massivement dans des alternatives concrètes, transformant chaque point de faiblesse en levier de puissance. Mais attention, dans l'économie mondialisée, la réputation compte autant que la capacité technique. Les investisseurs regardent qui tient ses promesses, qui respecte la neutralité logistique, qui inspire confiance. En jouant la carte du blocus, les États côtiers risquent d'avoir compromis pour longtemps leur image de partenaire fiable. La confiance, c'est la monnaie d'échange du futur, et elle ne se rachète pas à coups de traités une fois perdus. Ce qui rend cette période si décisive, c'est la rapidité avec laquelle l'intérieur africain a saisi que le temps de la nostalgie est terminé. L'action stratégique a pris le relais. Former les cadres, mutualiser les capacités, bâtir une économie tournée vers l'autosuffisance et l'innovation. Ne pas apprendre de cette crise, ce serait s'exposer à répéter les mêmes erreurs, à rester captif de vieux schémas et à se faire distancer par des acteurs mieux préparés. Alors, que peut-on retenir au-delà des faits ? Que la crise du pipeline a posé les bases d'une véritable indépendance africaine, non seulement face à la mer, mais aussi face au passé. L'Afrique intérieure montre qu'une crise, bien gérée, peut être le socle d'un renouveau collectif. Mais il reste une question brûlante. À quoi ressemblera la victoire finale de l'intérieur ? L'aube se lève sur un continent qui marche vers sa pleine autonomie. Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'un basculement historique. Le pipeline Bénin-Niger, loin d'être simplement un tuyau d'acier traversant le Sahel, est devenu le symbole d'une Afrique qui refuse enfin de voir son avenir décidé à ses frontières maritimes. Derrière la cacophonie des ultimatums diplomatiques et les menaces de tribunaux, c'est une toute autre scène qui se dessine. Celle où le cœur du continent prend sa revanche, transforme la crise en opportunité et s'affirme comme l'épicentre d'un nouveau modèle de souveraineté. Regardez bien, ce n'est plus la côte qui dicte la marche à suivre, ni les grandes puissances étrangères qui tracent les routes de la prospérité africaine. La crise de 2026 a servi de révélateur. Elle a exposé les failles de l'ancienne dépendance côtière, mais surtout elle a mis à l'épreuve la résilience du Sahel, la capacité des États de l'intérieur à s'organiser, à s'allier et à imposer le respect. La Fédération saharienne n'a pas juste survécu au blocus. Elle a su inventer des alternatives, ouvrir d'autres axes, et surtout prouver que la souveraineté ne repose pas sur des mots, mais sur la maîtrise logistique et l'audace collective. Ce qui se joue ici dépasse de loin les intérêts ponctuels, ou la victoire d'un camp sur l'autre devant une cour d'arbitrage. Ce qui s'écrit, c'est la carte d'une Afrique déverrouillée, où chaque nation devient actrice de sa propre histoire, et où les alliances régionales remplacent une à une les chaînes de la dépendance. En février 2026, alors que les derniers échanges officiels scellaient la fin d'une longue dispute, il ne s'agissait plus de gagner un procès, mais de prouver que l'indépendance n'est pas une affaire de prestige, mais de capacité à exploiter et à commercer selon ses propres règles. Demain, lorsque les premiers tankers quitteront de nouveaux ports sahariens, ce ne sera pas seulement du pétrole qui prendra la mer, mais la preuve vivante que l'Afrique intérieure n'a plus besoin d'attendre le feu vert des côtes pour exister. C'est là le vrai basculement. Désormais, l'accès à l'océan n'est qu'une option parmi d'autres, et non plus un instrument de chantage ou d'exclusion. Les routes de la richesse se multiplient, les investissements se diversifient, et la stabilité politique trouve un nouvel ancrage dans la solidarité régionale. Mais attention, rester simple spectateur,
c'est accepter que d'autres, encore, prennent la plume pour écrire l'avenir de l'Afrique. L'enjeu, pour chacun d'entre nous, c'est de comprendre ce moment, de s'en emparer, d'exiger que la redistribution de la richesse et le contrôle des ressources profitent enfin à ceux qui les produisent. C'est maintenant que tout se joue. Qui contrôlera le futur énergétique du continent? Qui décidera des flux commerciaux? Qui héritera de cette prospérité nouvelle, forgée dans la douleur et la détermination? La leçon de cette crise, c'est que la résilience l'a finalement emporté sur la dépendance, et que le véritable pouvoir appartient à ceux qui osent briser les anciens équilibres. Les vannes sont peut-être silencieuses dans certains terminaux, mais elles vibrent d'une énergie nouvelle ailleurs. Le vieux monde se couche, un autre s'éveille. Celui d'une Afrique qui a décidé de ne plus jamais se laisser dicter sa route, ni par les côtes, ni par les puissances lointaines. Si vous pensez, vous aussi, que la souveraineté n'est pas un rêve mais un droit, que l'avenir de l'Afrique doit être écrit par ses propres enfants, abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez le mouvement. Car c'est avec des faits, et non des slogans, que se bâtit la vraie liberté africaine. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Des sables du Niger au quai de l'Atlantique, le message est clair. L'Afrique intérieure est debout, unie, prête à inventer sa prospérité. Le soleil se lève enfin sur un continent qui marche vers sa pleine autonomie. Et il n'attend plus que vous pour écrire la suite de son histoire.